Alors, je vais d'abord remercier la directrice du Centre culturel et puis Carole Jacquet qui vient de faire ces quelques mots d'introduction, de m'avoir invitée à présenter ce soir donc, cette recherche que j'avais menée il y a quelques années dans le fonds patrimonial de la bibliothèque du Centre. Donc c'était une recherche qui avait déjà donné lieu à la petite exposition que vous pourrez voir ou revoir à la sortie et qui portait sur les livres annotés, c'est-à-dire les livres sur lesquels on trouve un nom, une marque de provenance sur la page de garde, des remarques griffonnées ou soigneusement calligraphiées dans les marges, ou encore des passages recopiés sur les pages vierges à la fin du volume. Pourquoi s'intéresser à ces petites écritures? Que disent-elles à l'historien, à l'historienne en particulier du livre et de la lecture que je suis? Après avoir publié un article sur la question, il y avait eu un petit compte-rendu de cet article sur un blog sur Internet qui disait « Mais pourquoi on paye les universitaires à faire des choses aussi ridicules que regarder les annotations dans les marges des livres ?» Et un autre blogueur avait dit « Mais non, c'est très intéressant. » Donc, c'est quand même une question à quoi ça sert d'étudier les écritures dans les marges? Alors, quand il s'agit de lecteurs célèbres, l'affaire est entendue. Il y a très longtemps qu'on s'intéresse aux annotations portées par Voltaire, par Stendhal, par Darwin, avec l'idée que les notes qu'ils portent sur leurs livres reflètent leurs intérêts intellectuels, leur manière de travailler, la genèse de leur pensée. En dehors de ces lecteurs célèbres, la réponse n'est pas évidente. Vous pouvez tout de suite vous en rendre compte lorsque vous allez chez un bouquiniste ou dans un marché aux livres et que vous feuilletez des ouvrages, vous tombez sur une annotation. Et là, les difficultés sont d'emblée évidentes. D'abord, ces annotations sont souvent très difficiles à dater. Même en faisant usage de toutes les ressources, de l'analyse, de l'écriture, des supports, des encres, etc., il est souvent très difficile de les dater dans le temps. Il est souvent difficile aussi, et le plus souvent même impossible, de les attribuer à quelqu'un, à un lecteur précis, si celui-ci n'a pas indiqué son nom au début du volume. Et puis, elles sont toujours délicates à interpréter, ces annotations. Alors, je vais prendre un petit exemple qui est sur un volume qui est présenté dans l'exposition, mais dont vous ne voyez dans l'exposition que la page de titre. C'est la suite de l'histoire universelle de Bossuet, dans laquelle Bossuet rapporte le récit de la vie de Dom Pedro, roi du Portugal. Et Bossuet écrit que pour ne laisser dans les causes de ses sujets aucun lieu au pouvoir de l'éloquence, il bannit les avocats de son royaume. Et le lecteur écrit au crayon, dans la marge, et fit bien. Cette note, c'est la seule que l'on trouve à l'intérieur du volume. Vous verrez, on trouve d'autres choses sur les pages liminaires, mais c'est la seule du volume. On voit bien comment elle apparaît comme la réaction épidermique d'un lecteur qui a été touché au vif sur une question qui est, à l'évidence, éminemment sensible pour lui, celui du rapport avec les avocats. Et dans ce cas, l'intervention manuscrite peut être vue comme le signe d'une collision entre le texte imprimé et l'expérience personnelle de l'individu. Une collision suffisamment pressante, suffisamment urgente pour pousser le lecteur à prendre son crayon et à indiquer ces quelques mots dans la marge. Alors, dans ce cas, on peut extrapoler les raisons de l'écriture, on peut donner un sens à cette écriture marginale. Mais on voit bien la difficulté qui se pose. Si cette annotation, c'est le fruit d'une rencontre singulière entre un livre et un lecteur, quelle histoire peut-on faire de cette écriture dans les marges? Est-ce que l'on peut, comme disent les historiens, monter en généralité? Est-ce que l'on peut
replacer ces relations singulières dans une histoire plus longue. Alors, il faut savoir que les historiens ont deux idées fixes. La première, c'est qu'ils considèrent que toutes les pratiques individuelles disent quelque chose de la société dans laquelle on peut les observer. Parce que l'homme est un individu socialisé par toutes sortes d'instances, l'école, la famille, les églises, les milieux professionnels. Les historiens considèrent aussi que les pratiques sociales ont toujours une histoire, même lorsque ces pratiques paraissent immuables. Par exemple, il y a une histoire de la lecture. On n'a pas toujours lu de la même manière dans les positions corporelles qui sont adoptées par les lecteurs, le rapport au texte. On n'a pas toujours lu en silence, on n'a pas toujours lu comme on le fait aujourd'hui. Il y a une histoire de l'écriture et il y a une histoire de l'écriture sur les livres, et c'est cette histoire que je voudrais aujourd'hui illustrer. Le matériau que j'utilise, les sources, c'est donc le fonds patrimonial de la bibliothèque du Centre culturel, c'est-à-dire ces livres rassemblés dans cette salle magnifique que vous connaissez peut-être déjà, ou que j'espère vous irez admirer après la conférence. Cette salle qui a la réputation d'être l'unique bibliothèque d'un collège d'Ancien Régime, c'est-à-dire de ces établissements d'enseignement secondaire, que l'on peut aujourd'hui admirer dans une configuration proche de celle qu'elle avait à l'origine des années 1770. Donc une des rares bibliothèques du quartier latin qui a passé la Révolution et qui reste aujourd'hui dans sa forme originelle. Donc cette forme très classique, rectangulaire, avec les hautes étagères de bois sombre, les banquettes centrales, et puis cet éclairage qui vient du plafond. Les ouvrages qui sont rassemblés, c'est une collection composite, donc ce n'est pas la collection de l'ancien séminaire des Irlandais, c'est une collection qui a été recomposée après la Révolution, mais qui est malgré tout une collection d'Ancien Régime, avec une prédominance des ouvrages du XVIIe au tout début XIXe siècle. Et dans ces ouvrages, une bonne centaine présentent des annotations. C'est un ensemble précieux que cette centaine d'ouvrages, parce que elle permet d'observer, d'installer la pratique de l'annotation dans une chronologie assez longue, sur 2-3 siècles, qui est la période la plus intéressante pour l'étude de cette pratique, des annotations, avec une prédominance du XVIIe siècle. En effet, il y a plusieurs indices qui montrent qu'à partir du XIXe siècle, on écrit sans doute de moins en moins sur les livres. Il y a à cela plusieurs raisons. D'abord, à partir des premières décennies du XIXe siècle, la multiplication des bibliothèques publiques et des bibliothèques de prêt, qui évidemment interdisent aux lecteurs d'écrire sur les livres. Il y a aussi, deuxième facteur, l'installation dans les pratiques du manuel scolaire, avec cette injonction, cette fois-ci des écoles, aux écoliers de ne pas écrire sur les livres pour que les livres puissent être utilisés par les écoliers suivants, qu'ils soient ceux de la fratrie ou ceux des classes qui viennent après eux. Et puis, dernière évolution importante au XIXe siècle, le développement de la bibliophilie, avec l'installation d'un rapport respectueux au texte qu'il faut préserver dans son intégrité. Et ces différentes évolutions ont fait que probablement on écrit moins sur les livres à partir du XIXe siècle qu'on ne l'a fait précédemment. Est-ce que vous écrivez sur vos livres ? Si vous le faites sans doute avec un crayon et pas avec une plume. Vous écrivez sans doute votre nom au début du livre, mais peut-être pas beaucoup de choses dans les marges elles-mêmes. Et vous partagez sans doute avec moi le regard horrifié que j'ai quand je vois les manuels de mes étudiants qui sont pleins de stabilo, et on se dit, mais qu'ont-ils fait à ce livre ?
La deuxième raison pour laquelle cet ensemble est précieux, c'est qu'il fait masse. Alors, pris séparément, tous ces ouvrages n'ont pas un très très grand intérêt. Ceux qui sont présentés là dans l'exposition sont à mon avis vraiment la crème de la crème. Et il n'y a pas énormément de livres qui vaudraient une analyse vraiment monographique. Mais pris ensemble, ils permettent de confronter les différentes pratiques et de montrer que non, on n'écrit pas n'importe quoi et on n'écrit pas n'importe comment sur ces livres. La notation, c'est une pratique sociale qui s'inscrit dans ce que les historiens appellent la culture graphique du temps, c'est-à-dire dans un ensemble de codes, de normes qui sont divulguées par l'école, par la typographie, par l'Église, par l'espace urbain, par toutes sortes d'instances de socialisation, donc tout un ensemble de codes que l'individu se réapproprie de manière singulière. Et donc je vous propose ce petit cheminement à l'intérieur de cette collection, en commençant par ouvrir les livres. En effet, quand on parle de livres à noter, c'est moins souvent dans les marges que sur les espaces liminaires que l'on trouve des choses qui donnent matière à penser. Sur la centaine de volumes à noter de la bibliothèque, il y en a une quarantaine qui ne portent de notes que sur les pages liminaires, c'est-à-dire sur la page de titre et sur ce qu'on appelle les contreplats, donc les revers des couvertures, et sur les pages de garde, les feuillets vierges qui sont au début et à la fin. Donc, une quarantaine ne portent de notes que sur ces espaces liminaires au début ou à la fin du livre. Et puis, les 60 autres portent des notes dans les marges, mais s'ils ont des notes sur les marges, vous pouvez être sûr que vous en trouverez aussi dans les espaces liminaires. C'est extrêmement rare de ne trouver des notes que dans les marges, parce que c'est bien au début du volume que se condense et que se concentre tout un ensemble d'usages d'écriture, de pratiques d'écriture qui font que c'est là que se trouvent souvent les annotations les plus abondantes. Pas forcément les plus intéressantes, mais les plus abondantes. Les plus abondantes et qui n'entretiennent qu'un rapport plus ou moins distant à la lecture. Ce n'est pas parce que les livres ont été annotés au début du volume qu'ils ont été lus. On peut avoir un volume qui est couvert d'annotations au début et à la fin et qui, par ailleurs, n'a sans doute jamais été lu par son propriétaire. Le premier ensemble d'annotations que l'on trouve à l'orée du livre, ce sont les signes d'appartenance. Vous en avez un exemple ici, très classique, sous la forme d'un ex-libris. Et on connaît depuis longtemps, les bibliophiles et les historiens du livre connaissent depuis longtemps l'intérêt de ces marques parce que, en l'absence de catalogue, elles permettent de reconstituer des collections qui ont disparu, des collections privées ou des collections publiques. Ici, c'est la bibliothèque des Théatins de Paris. La reconstitution de ces bibliothèques n'est pas toujours évidente, je fais un petit aparté là-dessus, parce que les propriétaires successifs ont pu éradiquer la mémoire des propriétaires d'avant, et puis parce que certains propriétaires, vous le voyez ici, se contentent d'une sorte de monogramme qui n'est pas toujours identifiable. Et puis aussi parce que les bibliophiles et les collectionneurs d'autographes sont passés par là et qu'ils ont laissé sur les pages de titre ces caractéristiques en taille rectangulaire qui montrent qu'ils ont prélevé sur les pages de titre les signatures, les ex-libris, les marques d'appartenance et ici probablement aussi les marques des imprimeurs dans cette entaille en forme de goutte d'eau que l'on a ici. Ces marques d'appartenance, donc on les trouve sur la page de titre, on la trouve aussi sur les contreplats. Vous voyez ici 3 fois la signature de ce jeune homme, Michael O'Keeffe, qui est placé sous le grand ex-libris imprimé du séminaire des Anglais de Paris. Et puis on en trouve aussi à l'intérieur des volumes. Alors là, j'attire votre attention sur le fait que ces signatures n'ont pas seulement une valeur instrumentale.
Elle participe à l'appropriation de l'objet, à dire « ceci est mon livre », mais ces signatures participent également à l'affirmation du sujet. Et c'est une dimension qui est très évidente chez les jeunes gens des collèges, donc les collèges d'Ancien Régime, qui, vous le savez, vont jusqu'au lycée, qui couvrent tout cet ensemble qui est actuellement le collège-lycée. Mais chez les adolescents, cette signature, qui est souvent répétée 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois sur la page de garde, peut être une manière d'affirmer « ce livre est à moi ». Ça peut être aussi un exercice d'écriture. Ça peut être un moyen de tromper l'ennui. Ça peut être, quand on le trouve au milieu d'un volume, une sorte de marque-page, un repère dans la lecture. Mais cette répétition est également révélatrice du rapport particulier que les adolescents entretiennent avec le langage. Et je vous renvoie aux travaux récents sur la psychologie de l'adolescence qui montre l'importance de ce moment où l'adolescent se cherche, se reconnaît et se fait reconnaître dans l'invention de ce signe qu'est la signature. Et on voit comment certains livres, ici et dans d'autres, je vous montrerai un autre cas qui est très beau par la suite, on voit comment le livre à soi a pu être un banc d'essai de ces signatures qu'on essaye. On essaye plusieurs types de signatures avant de se trouver. Le deuxième type d'annotation que l'on trouve sur les pages de garde sont tout aussi étrangères à la lecture. C'est ce que j'ai appelé les écritures ordinaires. Elles rappellent que le livre, avant d'être un texte à lire, est d'abord un objet que l'on conserve. Et que l'on conserve avec d'autant plus de soin qu'avant le XIXe siècle, le livre est encore un objet rare et cher pour une partie des sociétés européennes. Les espaces vierges que l'on trouve à la fin ou au début du livre sont un espace protégé, l'endroit où l'on peut conserver une mémoire. Par exemple, une mémoire familiale. C'est souvent le cas dans les Bibles que l'on se transmet d'une génération à l'autre et sur lesquelles on trouve les éléments de cette mémoire familiale. C'est un cas très classique étudié par les historiens que ces Bibles sur lesquelles on trouve tout au début la mention des naissances, des baptêmes, des mariages, ce qu'on appelle un livre de raison, où l'on fait le compte de ceux qui sont nés, de ceux qui sont morts, des versements des dots. Mais on peut trouver aussi ces mémoires familiales sur d'autres types de livres religieux, comme les livres de piété. C'est le cas ici de cet ouvrage de piété calviniste très répandu, donc qui est un livre un petit ouvrage de piété dont vous avez ici déjà la 11e édition en 1640, sur lequel un père de famille de la fin du XVIIe siècle a pris note de la naissance et du baptême de son fils. Vous l'avez dans l'exposition. Alors, il est difficile de retracer l'itinéraire de cette famille Soulet, mais si l'on tient compte du fait qu'il écrit en français sur un livre calviniste à la fin du XVIIe siècle, on peut imaginer qu'il s'agit d'une famille huguenote qui s'est sans doute expatriée, d'autant plus que, vous voyez, le baptême a lieu chez l'ambassadeur de Hollande. Ces prières... Deuxième type de choses que l'on trouve, on trouve les événements de la vie familiale, mais on trouve aussi assez souvent des petites prières personnelles ou canoniques en tête de ces livres de piété. C'est aussi un petit livre que vous avez dans l'exposition et qui est un livre extrêmement, un exemplaire extrêmement touchant parce que on voit bien que cette Bridget quelque chose est une femme qui n'est pas très lettrée. Sa prière est très touchante. Très probablement, elle n'a pas lu l'ouvrage en question, qui est un ouvrage de controverse un petit peu technique, mais cette prière qui a été portée sur les premières pages, on peut imaginer qu'elle a une valeur propitiatoire. Elle est là pour porter bonheur, pour porter chance à cette femme.
Donc, un ensemble d'annotations qui témoignent d'un rapport au livre fait de respect. Le livre, c'est pas forcément quelque chose qui est lu, mais c'est à lui qu'on remet le souvenir, la mémoire de la famille, ou qu'on remet la protection, qu'on s'en remet à la protection divine. Alors, il y a aussi des rapports au livre et à la page de garde qui sont beaucoup plus décomplexés, comme on pourrait le dire, plus prosaïques. La page de garde pouvant servir de bloc-notes, de pense-bête, pour conserver une information prise à la volée. Et dans ce cas, les pages de garde font partie de ce que les historiens, et en suivant les ethnologues comme Daniel Fabre, appellent les écritures sans qualité, c'est-à-dire ou les écritures ordinaires, c'est-à-dire ces écritures qui sont simplement liées aux activités de l'existence ordinaire, qui sont simplement là pour laisser trace. Une note de blanchisserie, un brouillon de lettres, ou ici une liste d'ouvrages prêtés à la princesse de Bournonville, que l'on trouve sur le plat d'un grand ouvrage, ou encore une sagesse que le lecteur a trouvée sans doute digne d'être conservée. Voilà, une sagesse, une maxime qui n'a rien à voir avec le contenu de l'ouvrage, mais qui sans doute a tapé dans l'œil de ce lecteur. Donc, je vous laisse lire des vieux livres, du vieux Blois, des vieux amis, et tout le reste n'est que frivolité et vanité. Donc voilà le sens de la vie, et ça vaut le coup d'être gardé en mémoire sur une page de garde. Donc, écrire sur un livre peut manifester le souci de conserver une information à très long terme, celle de la mémoire familiale, mais également, plus simplement, d'en faciliter le repérage à court terme. On sait où on l'a mis. Alors, même si ces livres sont chers et précieux, il ne faut pas oublier que pour certaines communautés de lecteurs, c'est aussi un instrument de travail quotidien, un instrument familier, quelque chose qu'on a toujours là, sous la main. Et un des plus beaux exemples de ces livres qui sont là, dans un rapport familier, c'est ce gros volume que vous avez aussi à l'extérieur, qui est une édition des Institutions de Justinien par Théophilus Antéchépheur. C'est un manuel de droit romain dans une version bilingue latin-grec, publié à Paris en 1657, donc un ouvrage des plus sérieux. Comme vous voyez sur Lex Libris, il a appartenu à la bibliothèque du séminaire Saint-Charles de la Congrégation de la Mission, donc à une institution qui formait des missionnaires. Là encore, une communauté dont on imagine qu'elle est très sérieuse. Et pourtant, sans toucher absolument au texte, il n'y a aucune annotation à l'intérieur du texte, les jeunes gens de ce séminaire Saint-Charles ont couvert les plats et les gardes de dessins et d'inscriptions. Des profils d'hommes, des signatures, des prénoms féminins, vous distinguez au moins Madelon et Thérèse, des fleurs, des portées musicales, des jeux de mots, vous voyez des anagrammes, loup-voile, voile de loup, qui est par là. Vous voyez donc beaucoup de portées et de profils ici, des listes de titres d'auteurs classiques, des jeux de mots à partir des titres des grands classiques, les cadets de tirelire qui sont les décades de Tite-Live, les aînés de Virgile, c'est l'Énéide, les amas de Gaulle, c'est l'Amadis de Gaulle, ce célèbre roman de chevalerie du XVIe siècle. Donc on voit un petit peu le genre de distraction, le genre de jeu de mots qui étaient ceux de ces jeunes séminaristes du XVIIe siècle. Il y a tellement d'annotations qu'on peut même... alors il y a ces annotations qui sont assez drôles, ce sont des messages codés, vous voyez là les chiffres. Est-ce que je les ai ? Oui, on les voit mieux là. C'est un message codé, donc il faut remplacer les chiffres par des lettres.
Et sur le plat de l'autre côté, on trouve le message codé « Monsieur Machin est un sot ». Donc voilà, il s'amusait aussi à faire des messages codés qu'il se transmettait par le biais du livre. Et les annotations sont si riches qu'on peut dater ces annotations parce qu'on trouve dans les portées musicales quelques vers qui sont retranscrits, les vers d'une comédie qu'il est assez facile d'identifier, Le Deuil, une comédie de 1672, qui commence par « Par ma foi, nous voilà plaisamment équipés », et une autre portée qui vient directement d'un opéra de Lully, Alceste, créé en 1674. Donc on voit bien que ce livre-là, même s'il est souvent difficile de dater les annotations, à l'évidence, a été utilisé par ces jeunes gens au début des années 1670. Et on voit comment, dans leur séminaire Saint-Charles, ils étaient bien informés de la vie théâtrale parisienne et de la vie et des opéras, des opéras contemporains. Alors, est-ce que vraiment toutes ces annotations n'ont rien à voir avec la lecture ? Il y a quand même un certain nombre d'annotations qui sont le fruit de la lecture et qu'on trouve sur les pages de garde. Alors, il peut y avoir des extraits qui sont recopiés, mais je vais simplement m'intéresser à un type d'annotation qui sont les index faits maison par les lecteurs. C'est intéressant, ces index qui sont faits maison, parce qu'ils permettent de retrouver les centres d'intérêt du lecteur. Et ils permettent aussi de retrouver les manières de lire. Est-ce que le lecteur a lu de manière linéaire, ou est-ce qu'il a pioché ici et là dans le livre, ou est-ce qu'il a fait des allers-retours à l'intérieur du livre ? Les petits index qui sont faits par les lecteurs sont vraiment un des petits témoignages qui font le miel des historiens de la lecture et qui permettent de savoir comment on lisait, comment tel lecteur a lu. Alors, premier exemple, sur ces œuvres d'Alain Chartier, un tout petit index que j'ai reporté en bas, des Écossais, pages 12, 49, 51, etc. Dans ce cas, assez évident, on voit que le lecteur s'intéressait aux Écossais, qu'il a lu le livre de manière continue, linéaire, avec une idée fixe qui était qu'est-ce qu'on trouve sur les Écossais dans les œuvres d'Alain Chartier et particulièrement dans l'histoire de Charles VII qui est intégrée dans cet ouvrage. Donc une lecture continue, exhaustive, orientée, et c'est d'autant plus intéressant qu'à l'intérieur du livre, on trouve les passages qui sont notés d'un trait vertical à la marge. Donc il y a vraiment une correspondance entre un geste de lecture qui s'accompagne d'un trait à la marge verticale et le lecteur a pris aussi la peine de rassembler les notes au début du texte. Donc ça, c'est un index qui est assez simple, dont la compréhension ne pose pas de problème. Beaucoup plus intéressant est cet immense index que vous pourrez regarder d'un peu plus près dans la salle à côté, qui ouvre cette histoire d'Espagne, qui est un gros volume, avec un index monumental qui couvre le contreplat, les deux contreplats en fait au début et à la fin du livre, et puis le lecteur, pour avoir plus de place, a fait relier à l'intérieur de son ouvrage 2 cahiers de 5 pages, des cahiers vierges, pour avoir plus de pages pour développer son index. Alors c'est un ouvrage c'est un ouvrage, oui, au sens d'un travail qui est vraiment passionnant. Le lecteur donne quelques indications sur la manière dont il a lu le livre. A priori, il l'a vraiment lu de manière continue, puisqu'il met donc tout en haut de ces pages de garde, j'ai lu de la page 278 à la page 481, et puis ensuite il met qu'il a fini de lire son livre le 30 juin 1664. Donc a priori une lecture linéaire qui a dû ressembler à une traversée sans fin, parce que c'est un volume vraiment important. Mais lorsqu'on regarde le détail de l'index, on s'aperçoit que
sa lecture a été beaucoup plus tortueuse et que son cheminement a été beaucoup plus mouvementé. C'est donc un extrait de l'index, une colonne, sachant que chaque colonne rassemble des entrées thématiques. Cette colonne, vous la voyez, c'est celle qui est là. C'est celle qui est là, c'est la première colonne. Hop, elle est là. Et quand on regarde avec un petit peu plus de finesse, on voit qu'effectivement, dans un certain nombre qu'il a d'abord commencé par lire, qu'il a pris des notes de manière linéaire, en relevant pages 777, 829, 906, 1200, 1215, tout ce qui touchait aux affaires marocaines. Et puis, il est quand même revenu en arrière. Il a pris des notes sur les pages 1036 à 1038. Après, il a recontinué sans arriver au point où il était. Et puis, pris par la lecture, il est passé à un autre thème sans changer de colonne. Les A, C, B, E sont un exercice que j'avais essayé de faire, mais que finalement j'avais renoncé assez vite, de caractérisation de la plume, parce qu'il écrit à la fois en noir et en marron, avec une plume épaisse et une plume fine. Et si on voulait vraiment pousser les choses un peu loin, on pourrait reconstituer les moments de la lecture à partir de la plume. Il y a le jour où il écrit en marron avec sa grosse plume, le jour où il écrit en noir avec sa plume fine, etc. Enfin, l'important dans cet exemple, c'est que même si le lecteur se représente sa lecture comme linéaire, même s'il la donne à voir comme linéaire, dans le détail des choses, il a eu des gestes d'avant en arrière. Alors, nous sommes restés jusqu'à présent en lisière du livre et je vous ai montré ce que l'on pouvait faire dans la confrontation avec un lecteur. On a vu Bridget, on a vu Philippe, on a vu comment ils faisaient comment ils manipulaient leurs livres. On en reste dans un face-à-face avec le lecteur. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce qu'on peut mettre en évidence des communautés de lecteurs, c'est-à-dire des groupes de lecteurs qui auraient le même rapport aux annotations, le même type d'annotation, la même pratique d'annotation? Oui, on peut mettre en évidence des communautés de lecteurs, des façons de faire, et je vais vous en montrer 3. Les lecteurs savants, pour qui le livre est un outil de travail, les jeunes gens, qui sont les plus amusants à regarder, qui ont un rapport au livre plus ludique, à la fois plus instrumental, mais aussi beaucoup plus ludique, et les lecteurs partisans, ceux qui bataillent avec l'auteur par notes interposées. Ce sont des catégories qui ne sont pas du tout figées, parce qu'on peut être à la fois un lecteur partisan et savant, et qu'on peut rester un lecteur scolaire tout au long de sa vie aussi. Alors, les lectures savantes, vous savez que la lecture n'est pas une activité anodine et que jusque dans les années 1960, 1950, 1960, beaucoup d'institutions, l'école, l'Église, considéraient que la lecture n'était pas une activité anodine et qu'il ne fallait pas laisser les lecteurs, en particulier les femmes, les enfants, mais même les savants, démunis face à un livre. D'où l'importance des méthodes de lecture qui se multiplient à partir du XVIe siècle et qui donnent les clés pour lire avec fruit. Alors, la méthode reine, celle qui est conseillée pour lire avec fruit, c'est la technique de l'extrait. Il faut prendre des notes en même temps qu'on lit, prendre des notes dans un autre cahier pour garder en mémoire les éléments les plus intéressants de sa lecture. C'est ce qui est décrit par Beaulieu-Mermet, par exemple, parce que l'annotation soutient la mémoire et grave les idées dans l'esprit. Mais les traités envisagent aussi des annotations qui se feraient directement sur les livres. Alors un autre exemple qu'on ne va pas lire en détail, mais qui est un autre traité d'un Italien, Francesco Sacchini, qui évoque ces différentes traces que l'on peut porter directement sur les livres. Alors il y a des pratiques vraiment indignes d'un lecteur. C'est la page cornée ou alors les marques à l'ongle, parce que vraiment ça abîme le livre. Il y a d'autres pratiques qui ne valent même pas la peine d'être mentionnées. C'est le soulignement. Ça c'est bon quand on n'a vraiment pas le temps de faire autre chose.
Et puis, il y a les notes qui sont légitimes pour un savant. Ce sont ces notes muettes, dont je vous ai montré déjà quelques petits exemples, les symboles, les croix, les flèches, qu'on trouve déjà chez les auteurs antiques et qui donc sont des pratiques légitimes. Ces traités de la lecture, je ne vais pas les décrire plus longuement, mais elles donnent donc un ensemble de techniques qui sont des techniques qui sont ensuite réappropriées par les savants, incorporées par les savants, et qu'on trouve mises en œuvre dans un certain nombre de volumes. Je vous montre ce Nouveau Testament de 1538, que vous trouverez également dehors, qui est un ouvrage dans lequel se trouve rassemblé un certain nombre de ces pratiques savantes. C'est un lecteur qui n'est pas identifié, on ne sait pas s'il est clerc, qu'il est laïque, mais en tout cas, il appartient aux élites lettrées de son époque. Il a travaillé de 3 manières sur son ouvrage. D'abord, il a inséré dans les marges un certain nombre de petits symboles, semblables à ceux qui étaient décrits par Francesco Sacchini, des symboles qui lui permettent de faire une analyse des types de discours à l'intérieur de la Bible, à l'intérieur du Nouveau Testament. Ces petits symboles, vous voyez, on a l'impression que c'est un petit visage, et puis ce C. Et alors heureusement qu'il en donne les clés dans une page, dans une autre marge, parce que sinon il aurait été difficile de comprendre de quoi il s'agissait. Mais enfin, il nous explique que quand l'évangéliste emploie ses propres mots, il met une demi-lune, donc un C, et quand il rapporte les mots d'autrui, donc quand il emploie le discours indirect, on met une lune entière, donc cette forme de petit visage. Donc une analyse des types de discours, directs ou indirects, qui sont dans cet évangile on est dans l'évangile de Matthieu. Donc, réappropriation de ces codes graphiques qui étaient décrits par les méthodes de lecture. Autre type d'intervention, c'est le relevé des concordances thématiques que l'on trouve à l'intérieur de la Bible. Par exemple, dans l'évangile de Saint Jean, ce lecteur relève systématiquement tous les passages qui mentionnent le pain, qui sont relatifs au pain. Et donc il les souligne et il met dans la marge « bread ». Et, comme il est vraiment très sérieux, il en reporte toutes les occurrences sur un interfolio, parce que j'ai oublié de préciser que ce lecteur a fait interfolioter tout son Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'il a fait insérer par le relieur des feuilles vierges entre chaque feuille imprimée. Et donc ces interfolios lui permettent de rassembler la matière de son travail, et donc il fait des colonnes et il rassemble les passages, donc le passage sur le pain, les passages sur le lait, les passages sur les enfants, les passages sur etc. Donc c'est ce qu'on appelle le travail sur les lieux communs, qui est une formation classique des intellectuels de la Renaissance, et qui renvoie aussi à un principe très classique des études bibliques, qui est que la Bible s'auto-explique. À l'intérieur de la Bible, les évangélistes font référence les uns aux autres. Les Écritures saintes sont enserrées dans un réseau de significations que l'on peut décrypter. Donc c'est le 3e type d'intervention. Dans les marges, le lecteur met en relation les différents passages de la Bible. Donc là, on est chez les Corinthiens, dans les épîtres aux Corinthiens, et dans la marge, le lecteur insère une référence à Isaïe, parce qu'il trouve que les 2 passages se font écho. 4e type d'intervention, il rassemble sur les interfolios un ensemble de commentaires sur le texte biblique, qui sont des commentaires de tous ordres, soit la symbolique biblique, des réflexions religieuses, des réflexions de type politique, du type « en changeant de roi, on en gagne rarement un meilleur », qui fait référence à Matthieu 2, 22. Alors là, on ne sait pas à quoi servent ces commentaires. Est-ce qu'il est en train de préparer une prédication? Est-ce qu'il écoute une prédication? Est-ce que c'est un étudiant en théologie? Est-ce que c'est simplement un fidèle particulièrement débrouillard, particulièrement averti? On ne sait pas, mais
l'ensemble, voyez, donne des clés sur la culture biblique de l'époque et sur la manière dont on appréhende le texte biblique. C'est-à-dire pas du tout de manière passive, mais avec un ensemble de méthodes de travail, de modes d'entrée dans le texte que l'on trouve ici rassemblés à travers ces différentes fonctions de la notation. Deuxième groupe, les lectures, les jeunes gens, les étudiants. Alors ces étudiants, ce sont des savants en puissance et d'une certaine manière, leurs annotations ne se différencient pas toujours de celles des savants dont je viens de parler. Dès leur plus jeune âge, les adolescents apprennent à écrire sur les livres. Ils apprennent à bien écrire sur les livres, à écrire avec fruit sur les livres. Et d'ailleurs, les ouvrages classiques qu'ils utilisent dans les collèges sont imprimés de telle manière à leur permettre d'écrire sur les livres. Vous voyez, ici, on a une feuille de Cicéron imprimée avec de grandes marges et de grands espaces interlinéaires pour permettre à l'élève de numéroter l'ordre des mots, d'indiquer des subtilités de syntaxe, des précisions de vocabulaire, et puis, sur l'interfolio, de prendre en note la traduction du professeur. Donc les élèves ont l'habitude d'écrire sur les livres, mais le livre n'est pas simplement pour eux un instrument de travail, c'est aussi un espace de jeu, un espace de sociabilité. C'est un de mes livres préférés de ce fonds patrimonial. C'est un petit ouvrage qui n'a l'air de rien, mais qui est une mine absolue pour l'historien de l'éducation, l'historien de la jeunesse. C'est un gradus ad parnassum, c'est-à-dire un dictionnaire qui sert aux exercices de versification latine. Versification latine qui est un exercice qui se maintient en France jusqu'aux années 1880, avant que les lois Ferry ne le suppriment. Ce dictionnaire poétique n'est pas un dictionnaire qui a été édité en France, c'est une version probablement londonienne, puisque le Gradus est un ouvrage qui a été publié dans toute l'Europe, et il a probablement appartenu au fils et au neveu de l'évêque George Berkeley, que vous connaissez, le philosophe, qui, et ses fils et neveux s'en sont servis dans les années centrales du XVIIIe siècle, au moment où la famille de Berkeley et la famille de son frère étaient installés pas très loin les uns des autres dans le diocèse de Cloyne, au sud de l'Irlande. L'évêque a 3 fils, Henry, George et William, et son frère en a 4, George, Joshua, William et Robert. Et les 7 garçons utilisent l'ouvrage ensemble. Ce qui donne une sacrée superposition de plumes. Alors l'ouvrage appartient sans doute à un des George, soit le fils, soit le neveu qui porte le même nom, qui y porte près de 60 signatures, 60 fois sa signature. Quand je vous parlais de l'ouvrage, du livre comme espace de jeunesse de la signature, là on voit 60 signatures qui sont toutes différentes, on voit qu'il se cherche, il l'écrit en latin, en grec, de haut en bas, de la main gauche, en colonne, à l'encre, au crayon, enfin vraiment il se cherche. Alors, c'est à George, mais tous les cousins et tous les frères écrivent dessus, et ils écrivent ensemble. Là on voit que c'est une très jolie page sur laquelle les 4 des garçons ont indiqué leur nom et leur date de naissance, et on voit les difficultés aussi pour départager les écritures, parce qu'il y a 2 George, et comme il y a aussi 2 William, dont le latin est Guglielmus, qui commence aussi par un G, par l'initiale G, finalement on a 4 G Berkeley qui écrivent leur nom sur ce dictionnaire. Mais on voit que ce livre, c'est à eux tous. C'est un lieu où s'affirme leur personnalité adolescente. Et non seulement ce livre est utilisé par la fratrie et la cousinade, mais aussi par tous leurs copains qui viennent signer sur les marges, les frères et les sœurs des copains, tous ceux des châteaux et des maisons, de la baronnie,
qui jouxte la demeure de l'évêque. Et alors là, on retrouve une sorte de liber amicorum, c'est-à-dire qu'il y a aussi des règlements de compte, comme vous le voyez dans la marge, où certaines filles se font traiter de sorcières, ou des messages d'amour, il y a des cœurs dans les marges, avec des inscriptions, vous avez la clé de mon cœur, des choses comme ça. Donc, vraiment un livre utilisé par tous ces enfants, qui, par ailleurs, l'utilisent aussi comme un vrai dictionnaire. Il ne faut pas imaginer qu'ils ne font que s'amuser sur ce livre. Ils y travaillent aussi. Et là, je passe rapidement, mais pour l'historien de l'éducation, c'est aussi un ouvrage très intéressant parce que les marges leur servent de cahiers de brouillon. Donc c'est là qu'ils essayent leur vers pas toujours très bien réussi, pas toujours très bien établi, mais on voit la manière dont ils travaillent, dont ils cherchent à imiter les auteurs classiques, dont ils reprennent des expressions, dont ils essayent de tisser les choses en collant avec les impératifs du nombre de pieds, de la longueur des vers, etc. Dernière famille, c'est la famille des lecteurs critiques. Parce qu'on travaille avec les livres, mais aussi le livre, c'est un espace de dialogue avec des auteurs dont on ne partage pas toujours les idées. Cette pensée critique à l'égard du lecteur, de l'auteur, à l'égard du livre, elle ne prend pas toujours les mêmes formes au cours de l'époque moderne. Et elle dépend beaucoup des modèles qui sont donnés par la production typographique, par le développement de la presse, et en particulier de la presse d'opinion, par le développement des pamphlets, par le développement au milieu du XVIIe siècle des mazarinates, par exemple, ou des luttes religieuses. Et on voit comment cette pensée critique, qui s'exprime de manière de plus en plus libre dans les marges, a vraiment une histoire, qui est l'histoire de la pensée critique, mais qui est l'histoire surtout de l'expression de la pensée critique. Qu'est-ce qu'on s'autorise à critiquer dans les marges d'un ouvrage ? Je ne vais pas trop m'attarder parce que le temps tourne, mais simplement vous donner deux exemples qui sont intéressants. Le premier exemple, c'est ce livre, qui est un livre de théologie morale, un livre jésuite, un traité de casuistique. Vous savez, ces traités dans lesquels les confesseurs jésuites décortiquaient tous les cas de conscience et en concluaient que non, finalement, c'est pas si grave. Est-ce qu'une femme qui se fait violer est en péché mortel ? Est-ce que louer sa maison à un couple adultère est un péché ? Donc on décortique toutes ces affaires et finalement on trouve quand même des accommodements. Cet ouvrage a été lu par un lecteur qui, à l'évidence, condamne cette morale relâchée des jésuites et qui est probablement un janséniste. Et la critique qu'il fait est faite de manière très subtile et très fine. Le lecteur se contente de relever les incohérences à l'intérieur du texte et de relever les passages, les contradictions. Par exemple, ici, donc c'est cette histoire de location d'une maison à un couple adultère, où à un endroit du traité, le jésuite Escobar conclut que non, c'est pas grave, et à un autre endroit de son traité, il va dire si, c'est grave. Et donc le lecteur se contente simplement de dire vide contrarium, page 361. Vous trouverez un résultat contraire à la page 361. Donc d'une manière très, très, très simple et très incisive, et néanmoins très efficace, il dénonce la plasticité morale de ces confesseurs jésuites. Et il conclut en insérant un faux titre, une page de faux titre, qui résume toute sa pensée, Mirabilis errantium casuistarum synopsis, étonnant inventaire des casuistes fourvoyés. Et simplement par cette fausse page de titre et par les quelques notes que l'on trouve dans l'ouvrage, on trouve cette condamnation efficace de cette morale jésuite relâchée. Alors là, c'est subtil, mais plus on avance dans l'époque moderne, plus les lecteurs se laissent aller à des annotations qui sont beaucoup plus développées, qui envahissent les marges et que l'on retrouve encore au XIXe siècle. Là, le traité est de 1605, mais le lecteur écrit dans les dernières années du XVIIIe siècle, les années 1780 probablement.
et on voit que sa parole est beaucoup plus libre. C'est un traité qui a été très influent à son époque, qui témoigne du rôle des historiens dans la réforme élisabéthaine. Le rôle des historiens dans l'idée qu'il y a eu une église britannique qui ne devait rien à l'influence de Rome, que les chrétiens anglais en fait se sont faits tout seuls et qui n'ont pas attendu qu'il y ait eu des missionnaires qui venaient de Rome pour les évangéliser. Et le lecteur de cette fin du XVIIIe siècle n'est pas du tout d'accord. Il démonte pied à pied la démonstration de l'auteur en disant voilà, ce ne sont que des paroles qui ne sont étayées par aucun témoignage. Cet auteur raconte ce qui est favorable à son patron et casse ce qui s'accorde à la vérité historique. Je vous traduis parce que c'est en latin. C'est en latin. Je conclus cette présentation. J'ai essayé de vous montrer comment la pratique de la notation se coulait dans des formes socialement partagées et comment elle pouvait contribuer à la construction d'identités collectives. Les jansénistes, les jeunes, les savants. Mais on aurait pu prendre le parti inverse et montrer comment l'écriture sur le livre peut être une forme de l'expression de soi, un espace, un laboratoire de l'intime. J'en ai donné quelques éléments au cours de mon exposé. Il y a différentes formes de la découverte de soi. Il y a la forme qui nous semblera peut-être la plus noble, qui est celle de l'individu qui prend conscience de lui-même en se frottant à la parole de l'autre. J'ai évoqué en introduction ces collisions avec le texte imprimé qui font qu'en lisant, on se rend compte de qui on est, de ce qu'on pense et de ses opinions. Il y a une deuxième forme de l'expression de soi qui est celle qui se coule dans le livre comme dans un cocon. C'est le cas de ces lecteurs qui rassemblent dans les pages de garde, à la fin ou au début du livre, tout un ensemble de fragments qui composent une sorte d'autoportrait, qui composent une sorte de journal intime, comme dans ce psautier, qui est très touchant parce qu'à la fin, on voit ce lecteur qui a rassemblé beaucoup de choses. Donc, je vous en ai fait une petite liste. Des choses qui semblent disparates, mais qui sont en réalité unies par une tonalité particulièrement sombre et qui nous donne une idée de ce lecteur dont on ne connaît pas le nom, mais on voit un petit peu sa manière de penser, ses tropismes, et qui forment comme une sorte de portrait très subjectif. Et puis, la dernière forme d'expression de soi, ce sont toutes ces signatures qu'on peut avoir tendance à laisser de côté en se disant c'est simplement un signe d'identification, mais dont la récurrence fait sens, et particulièrement pour les jeunes gens, où on voit bien qu'avec la signature sur les livres, on n'a pas affaire à un geste anodin, mais vraiment à une forme de construction de soi, une forme de frottement à l'autre. Et finalement, on arrive à une situation un petit peu inverse à celle que je décrivais en introduction. Évidemment, la notation n'est pas le seul fruit de la rencontre entre un texte et un lecteur. Il ne faut pas se laisser aller à cette parcellisation des traces. Il faut essayer de monter en généralité, d'écrire une histoire de l'écriture sur les livres, mais tout en restant attentif à ce que ces annotations nous disent de la sensibilité des individus, de leur trajectoire, de ce que le livre a fait dans leur existence. Ça participe d'une histoire de la vie privée, ça participe d'une histoire de l'émergence de l'individu, qui est aussi un chapitre important de cette histoire moderne et de cette période entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Voilà, je vous remercie.
Oui, si vous voulez poser des questions, je suis à votre disposition, soit maintenant, soit dans l'exposition, comme vous le souhaitez. Mais si vous voulez poser une question maintenant, n'hésitez pas. Oui, il y a pu avoir d'autres traces ailleurs, mais qu'on n'a pas conservées dans la bibliothèque. On est tributaire de la bibliothèque. Cela dit, lorsqu'on a des ouvrages qui sont interfoliés, sur lesquels le lecteur a fait insérer 2 cahiers de 10 pages au début et à la fin, et qu'il l'a interfolié, on peut considérer qu'il a appréhendé son livre comme un cahier de notes en même temps que comme un livre. Mais le modèle de la lecture savante, le modèle par excellence, c'était quand même d'avoir un autre support à côté pour prendre des notes en même temps. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas tant de choses que ça dans les marges, c'est parce que l'exercice classique, c'était de prendre ses notes à côté, effectivement. Et ça, on a énormément de témoignages, mais qui sont conservés séparément des livres. Si vous allez à la Bibliothèque nationale, dans les fonds manuscrits, il y a beaucoup de cahiers de notes sur lesquels on trouve des notes de lecture très abondantes, effectivement. Corrigé. Alors, dans le fond du Centre culturel irlandais, il n'y en a pas parce que la dominante, c'est la théologie, voilà. Mais on retrouve des choses comme ça, effectivement, dans d'autres bibliothèques. Vous trouvez toutes sortes sur des petits livres effectivement, de calcul, les 4 opérations, les livres des 4 opérations, qui sont des livres de colportage qu'on trouve très fréquemment. Ça arrive que les équations sont corrigées parce qu'elles sont très souvent fausses. D'ailleurs, dans les livres de colportage, c'est... Voilà. Oui, effectivement, on trouve ça. Ouais. Mais pas, à ma connaissance, pas dans des livres d'autres types de livres de sciences, des livres qui seraient plus des livres savants. Ça, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé des choses corrigées sur les livres de colportage, mais pas sur des traités. C'est pas l'endroit, sans doute, où on corrige. Alors, je ne connais pas l'Espagne, en revanche, j'ai beaucoup travaillé sur l'Italie, et oui, il y a beaucoup d'annotations aussi. Et d'ailleurs, les historiens italiens et les philologues italiens ont été pionniers dans l'analyse des notes marginales, parce que depuis l'humanisme, surtout, les humanistes écrivaient beaucoup dans les marges, parce que c'était l'espace de confrontation, de collation des manuscrits, de confrontation des différentes versions des textes classiques. Donc, il y a énormément d'études sur... les annotations de tel ou tel humaniste, et puis de Pétrarque, et tout ça. Et les philologues italiens ont été vraiment pionniers dans cette étude, de même que les historiens anglais, qui ont beaucoup travaillé plutôt sur la fin 18e, début 19e siècle. C'est vraiment parce qu'il y avait en Angleterre une pratique assez répandue qui consistait à faire circuler un livre dans sa communauté d'amis et à demander à chacun d'annoter les marges. Et donc on avait là chez des adultes, aux États-Unis aussi, ça se fait. Et donc, ça a été... c'est là-dessus que sont fondés les travaux. Les historiens français ont été très en retard dans l'étude des annotations marginales. Parce qu'il y avait des Anglais qui pouvaient, des protestants qui pouvaient commenter des évangiles catholiques et vice-versa. Oui, c'est sûr que les lieux de tension sont toujours propices à... Mais en France... au moment des Mazarinades, par exemple, ou dans les conflits entre jansénistes et jésuites, on trouve beaucoup de choses. On peut avoir une belle moisson sur les conflits religieux de ce type-là. Ça peut être utilisé justement pour arrêter des gens J'ai pas de traces de ce type-là. Non. Ça relève quand même de l'intimité, enfin de la bibliothèque privée.